Ça fait partie de nos cultures aujourd'hui, la culture ivoirienne en général. Les pantalons, les vestes tirées, tout cela. Bon, je viens ici, je vois des gens qui portent des sneakers, c'est-à-dire des paires de baskets là, sur des pantalons. Oui. et puis des pantalons tissus, hein. Des pantalons tissus et puis des jupes, les filles à l'école là, ou bien au collège, qui portent des jupes et puis mettent des sneakers dessus. Je dis, mais ceux-là, ils viennent d'où là? Alors, j'ai eu la même réaction qu'ils auraient envers nous. Ils viennent de notre planète. Voilà, tu vois, donc la question de la civilisation, elle est relative. De la manière peut-être qu'ils nous voient. Par exemple, j'ai porté mon A61 et je précise au passage au travail, à l'école, à 99%, je m'habille comme ça. Oui. Et à 1%, je porte francophone, pour juste leur faire passer un message. Mais je m'habille comme ça. Oui. Et je suis donc toujours l'objet de questions, on veut savoir. Parce que quand je m'habille comme ça, c'est en couleur. Ils veulent voir, ils veulent toucher, ils veulent admirer. Alors, je veux dire que la civilisation, elle est relative. Oui. De la même manière, ils peuvent nous voir et puis nous regarder autrement. Oui. Quand moi, je suis venu, que je les ai vus, pantalon, sur sneakers, jupe, sneakers sur jupe et tout ça, je dis, mais ceux-là, ils viennent de quelle planète, ça? Comment on peut s'habiller comme ça? Ah, mais c'est pas possible. Comment on peut s'habiller comme ça? Oui. Tu vois? Oui. Oui, donc ça m'a un peu choqué. Et puis, finalement, avec le temps, moi-même aujourd'hui, je t'assure, les gens seront choqués le jour où j'arrive en Côte d'Ivoire, hein, parce que je serai en sneakers sur pantalon. Ils vont dire celui-là, il n'est pas clair. Non, mais avec le temps, on s'habitue. Je m'habille comme ça aussi souvent comme ça. Oui. Voilà, je m'habille comme ça. Et juste une petite anecdote. Oui. Tu sais, à New York, les gens, ils entrelacent les chaussettes et c'est OK. Oui. Tu vois? Oui. Au fur et à mesure, on reste ici. Un matin, j'allais à l'école très vite. Oui. Je n'ai pas eu le temps. J'ai pris des chaussettes là. Je n'ai pas trop regardé. C'était 2 chaussettes de différentes couleurs, de différentes catégories. Mais puisqu'on est aux États-Unis et qu'à New York, c'est une culture, quand je suis allé m'asseoir, tirer, on voit mes chaussettes, c'est OK. Oui. Parce que ça correspond à la culture ici. C'est ça. Mais si j'arrive quelque part, on me verra comme un fou. Comment il peut s'habiller comme ça? Oui, oui. Voilà. Donc, c'est pour dire que, bon, il y a ce choc-là, mais au fur et à mesure, on s'habitue à un certain nombre de choses. Exactement. Bon, il y a certains aussi Exactement. qui C'est vont jamais en le faire. réalité, c'est pas tout qui est mauvais. C'est pas tout qui est mauvais. C'est au fur et à mesure qu'on comprend, on comprend réellement ce qui se passe. Bien, on va aller rapidement sur des questions qui touchent le ménage. Oui. Et c'est de belles questions, c'est de belles questions. Oui. Bon, non, je ne vais pas aller là-bas, ça va être vers la fin. On va parler de ça vers la fin. OK. Bien, il y a une expression qui dit que, voilà, je disais tantôt, who cares? Voilà. Yeah, who cares? Yeah. Who cares? Voilà. Ça, ce n'est pas le problème de quelqu'un. Alors, cette expression-là, est-ce que tu l'as déjà expérimenté parce que je te donnais une histoire de mes chaussettes là. Oui. Je suis allé, bon, ça ne dit rien à personne parce que c'est comme ça, ils font ci, c'est pas un problème. Est-ce que tu as déjà vécu ça ou par rapport aux pays francophones, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas porter une culotte et puis tu te pavanes là devant ta maison ou bien tu portes des sandales sur des chaussettes et puis tu marches. Mais si bon, les gens portent des chaussettes qui sont partout. Tu sais, je vais te dire une chose. C'est ici aussi que je suis arrivé puis j'ai appris à porter des culottes. Ah oui, parce que même tout dernièrement, j'étais en Côte d'Ivoire. Mon grand frère m'a dit de l'accompagner. Bon, je rappelle que mon frère est un serviteur de Dieu. Donc, il m'a dit de l'accompagner, aller faire des courses. Et je me lève, je prends ma culotte, je porte, je mets un t-shirt et puis je mets des paires de tennis. Et il me regarde et puis il dit, mais toi, tu te crois où là? Tu ne sais pas que ton statut a changé? Il dit, mais comment? Il dit, mais tu es un serviteur de Dieu, tu vas porter ça pour aller te promener? Il dit, oh, toi aussi, mais on est dans la voiture. Tu vois? Donc, même moi, même les culottes, bon, c'est aussi peut-être... le problème, c'est que dans mon enfance, j'ai trop joué au ballon, donc il y a eu beaucoup de cicatrices sur mes pieds. Et donc, voilà, donc je n'aime pas trop porter les culottes à cause de mes cicatrices. Les culottes. Mais ici, là, comme tu l'as dit, who cares? Personne ne te regarde. Tu vois, il y a des gens même
eux-mêmes, là, en temps normal, si c'était en Afrique, là, ils ne vont même pas porter culotte pour sortir parce qu'il y a la manière dont ils sont. Mais ils s'en foutent. Donc, moi, hier même, je suis sorti faire les courses avec mon époux. J'étais dans mon short, mon t-shirt et puis mes paires de tennis. Et puis, donc, c'est ici que j'ai appris à porter ces culottes-là. Mais quand j'arrive en Côte d'Ivoire, avec mon frère, avec l'environnement dans lequel je me trouve, j'ai de m'adapter à l'environnement pour choquer beaucoup de personnes. Donc, oui. Yep. Oui. Donc, il y a cette expression-là, voilà, tu l'as déjà vécu. Bon, et c'est cela. On veut vraiment que les gens apprennent. Mais moi-même, j'aime pas porter les culottes juste parce que j'ai pas de jolis pieds. Voilà, c'est la raison pour laquelle je ne porte pas vraiment de culottes. Sinon, j'en porte souvent ici, mais comme je n'ai pas de jolis pieds, j'ai honte. Je le dis ouvertement. Donc, mais attends, pourquoi est-ce que tu vas pas de jolis pieds? Hein? Pourquoi tu veux dire que tu n'as pas de jolis pieds? Non, c'est petit. Ça, c'est ce que mes parents m'ont donné. C'est petit. Sinon, tout le reste là est bon, mais les pieds là sont petits. Voilà. Oh, toi, tu vas me dire. Bien. On va continuer le sujet. On salue vraiment les frères. Merci beaucoup de vos contributions. Voilà, vraiment. Vous pouvez poser vos questions, partager avec nous vos expériences. On peut rester là et parler de cela. Il n'y a pas de problème. Voilà. Oui. Alors, écoute cela, bien-aimés frères. Oui. Au niveau de la vie sociale, des interactions, et ça, on retrouve ça dans tous les pays, occidentaux. Alors, dis-nous un peu, comment sont les Américains? Est-ce qu'ils sont amicaux? Ça dit ton voisin. Oui. Le gars qui est à côté de toi. Quand tu te réveilles, tu le vois. Ou bien au travail. Comment ils sont? Ils sont amicaux? C'est des gens antipathiques? C'est des gens qui aiment saluer? C'est des gens qui n'aiment pas saluer? C'est des gens... Décris un peu les Américains. D'abord, je vais dire au niveau du voisinage, pour être honnête avec toi, moi, je ne connais même pas mon voisin qui habite à côté de moi. Ça fait combien d'années que tu es là? Mais ça fait des années. Mais le voisin, je ne sais même pas qui il est. Oh. Souvent, je vois, quand je sors, je vois des gens, mais je ne sais pas qui habite en bas, qui habite à côté de moi ou bien qui habite en haut. Voilà, ça fait un. Et puis de deux, moi, je pense qu'ils sont amicaux, surtout au niveau du travail. Quand on va au travail, on parle. Eux-mêmes, souvent, ils cherchent à te connaître, à connaître ta culture, à savoir comment est-ce que vous vivez là-bas, quel genre de nourriture. Mais on montre à la télévision qu'en Afrique, c'est la famine, c'est la guerre. Donc, ils ne peuvent pas comprendre que eux-mêmes là, on vient et puis on montre une autre image de notre pays. Donc, ils cherchent à savoir cela. Et puis, de deux, souvent même là, tu vas dans un store, ou bien dans le bus, ou bien tu te promènes, ce sont des gens qui aiment tout de suite introduire une conversation. Merci beaucoup. Souvent, tu n'as pas envie de parler, hein. Tu es arrêté là, tu n'as même pas envie de parler. Et puis, tu vas voir une femme, une jeune fille, ou bien un homme, il vient, vous êtes arrêté, et puis il commence à parler. Oui, je vais t'arrêter là. Oui. Si c'était en Afrique, tu diras, mais je viens d'avoir ma femme. Parce que souvent, la manière dont tu parles là, tu dis, la fille, on dirait qu'elle m'aime. Exactement. Exactement. Donc, eux-mêmes là, ils aiment des conversations. Ils vont introduire des conversations, alors que souvent, tu n'as même pas envie de parler. Donc, moi, je pense que ce sont des gens qui sont sociables, mais c'est à toi de savoir où est-ce que tu mets ton pied. Voilà, c'est tout. Sinon, on parle, on discute, tu vas dans le bol, tu vas trouver quelqu'un, tu es assis là, il va venir s'asseoir et puis il va introduire une conversation. Voilà, comme ça, vous êtes en train de parler de tout et de rien. Voilà. De rien, Et c'est cela, c'est leur nature, c'est leur caractère, c'est comme ça ils sont. En matière de ça, ils sont très forts. Et c'est pourquoi Customer Service, en service client, ils sont les meilleurs. Parce qu'ils aiment réellement parler, converser, communiquer. Exactement, mais oui, parlant des services clients, j'ai eu un problème comme ça. Ici, de la manière dont ils traitent le client, je vais en Côte d'Ivoire, je vais à Orange pour faire une course et la dame qui me reçoit là, je commence à poser des questions et puis elle me dit comme ça que, mais attends, ce monsieur-là est quitté, je venais de me marier même. Je venais de me marier. Et donc ma femme et moi on est partis à Orange, à Marcory, et la dame me parle d'une manière. Mais mon frère, il y avait toute une foule. Mais tellement je me suis levé et dit, mais pour qui tu te prends? C'est mon argent, on prend pour te payer. C'est qu'il vient payer, on prend pour te payer. Mais ils étaient obligés d'aller chercher son patron, venir me demander pardon pour que je sorte.
Supervisor. Bring me the supervisor. Mais, tu sais d'où je viens? Tu vois? Oh. Oui, tu sais d'où je viens? Là-bas, là, on nous traite comme des rois. Toi, tu vas me traiter comme une poubelle. Pour que tu te Ah bon, mais bon, bref, c'est juste une... Merci, on en vient. Tu as souligné un très bon point. On en vient, mon cher. J'aime ça. On en vient. On en vient, oui. Bon, et quelle a été ta réaction quand souvent tu vas au travail ou bien même à la maison, ton voisin, il te voit aujourd'hui, il ne te salue pas. Demain, il ne te salue pas. Après demain, oh, hello, il te salue. En Côte d'Ivoire, en Afrique, en temps normal, quand tu te réveilles et puis quelqu'un qui te connaît ou bien qui est à côté de toi, qui te connaît et puis il ne te salue pas, comment tu réagis? Ouais, mais je vais dire que lui, là, peut-être, il est jaloux de moi ou bien c'est quel problème il a. C'est quel problème il a. Je vais lui demander si tu as un problème avec moi. Tu as un problème avec moi? Je vais te dire une chose. La même chose là, ça se passe souvent dans nos églises. Ça, il faut que nous puissions le souligner. Tu vois, souvent quand on va à l'église, il y a des frères qui disent que telle personne ne m'a pas salué. Moi, j'ai l'habitude de leur dire, bien aimé, est-ce que tu sais, peut-être que la personne a une pensée ou bien est en train de réfléchir à quelque chose et n'a même pas remarqué ta présence. Mais quand il ne t'a pas salué là, est-ce que tu es parti vers la personne pour lui demander, ah, bien aimé, mais pourquoi tu ne m'as pas salué? Ou bien bon, tu m'as tout passé. Tu vois, ce sont des choses même qui sont ici dans nos églises. Bon, il ne m'a pas salué, peut-être qu'il a un problème avec moi. Et c'est la même chose en Afrique, si quelqu'un ne me salue pas, je dirais, mais est-ce que tu as un problème avec moi? Ou bien tu es jaloux de moi? Ou bien, bon, la personne est gonflée, tu ne veux pas saluer les gens tout le temps. Oui, voilà. C'est notre culture. C'est notre culture. Oui, c'est notre culture. Normal. Parce qu'on est d'abord africain, c'est notre culture. C'est ça. Mais quand nous venons ici, comment est-ce que les gens voient la salutation ici? Il t'a dépassé aujourd'hui, demain il t'a dépassé, mais le lendemain il te salue, il te sourit, demain encore il ne te salue pas. Pour eux, ce n'est pas un problème. Oui. Ce sont des détails. Ce sont des détails. Il faut aller à l'essentiel. Hein? Voilà. L'essentiel, c'est que tu vis, c'est tout. Voilà. Alors, donc, pour le préciser, ce n'est pas un problème dans leur culture. La salutation, il peut ne pas te saluer aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il est jaloux de toi ou bien il a un problème avec toi. Mais demain, il va te saluer, il va bien même te saluer. Oui. Bon, donc, et je voudrais dire, demain qu'on va arriver en Afrique, comme toi, tu as déjà fait une expérience, c'est des choses qu'on doit véritablement veiller dessus. Oui. Parce que là-bas, si tu n'as pas salué quelqu'un là, surtout même que tu viens de l'extérieur. Il faut saluer tout le monde. Bien, on va poursuivre. C'est un sujet très alléchant. Voilà. Ouais, c'est vraiment alléchant. Moi, je trouve du plaisir à en parler parce que c'est vraiment alléchant. Ah, c'est pas vrai. Bien. Bien, il y a une expression, voilà, cette expression-là, on en a parlé l'un de nos premiers sujets. Il y a une expression ici qui est dans leur culture qui dit, if you don't know, nobody's gonna tell you. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'administration, dans le niveau du travail. C'est-à-dire, tu te pointes, je donne un exemple, tu vas à une interview de travail, ou bien tu vas chercher du boulot. Le boulot demande que tu fasses un certain nombre de préalables avant d'arriver. Toi, tu ne te lèves pas, tu es parti. Tout se trouve quelque part sur le net, bien avec des gens, mais toi, tu ne sais pas. Oui. Et tu arrives, tu as conduit par exemple 1 heure du temps, tu dois retourner, qu'on reconduit 1 heure du temps juste pour aller faire un petit truc parce que tu ne l'as pas fait. Et il ne faut pas te dire, la personne était peut-être au téléphone avec toi, vous avez parlé, mais ils n'ont pas souligné cet aspect-là parce que tu n'as pas introduit toi-même la conversation. C'est ça. Ce qui relève cette expression-là, si tu ne sais pas là, c'est ton problème. You deal with it. You don't know, nobody tell you. C'est un peu cette expression. Est-ce que tu as déjà vécu des scénarios, peut-être toi tu n'as pas vécu ça, mais est-ce que tu as déjà vécu un scénario comme ça où tu as vu cela arriver? Bon, en réalité, non, moi je n'ai pas vécu ce scénario. Tu n'as pas vécu ça, et puis, je n'ai pas de témoignage aussi sur cet aspect-là. Oh, ok. Voilà. On voit beaucoup ça dans l'administration. En tout cas, dans l'administration, c'est vraiment une réalité. Voilà, c'est beaucoup dans leur administration. Et ils ne vont pas te dire, hein, ils ne vont rien te dire. Ils se disent que tu sais. Voilà comment ils se disent. Ils se disent dans leur tête, tu sais déjà, comme des robots. De toute façon, tu viens là, tu sais déjà qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et si tu ne sais pas,
ça c'est ton problème, c'est ton C'est business. ça. Mais Oui. tu seras obligé de faire exactement comme il faut faire pour que tu puisses bénéficier de ce que tu allais faire. Et souvent, je pense qu'au niveau du travail, j'ai connu ça. Certains amis, j'ai déjà connu ça également. Et l'expression, voilà, c'est une expression, voilà. Alors, pour parler donc de l'information et de la communication. C'est ça. Voilà, et on parlait de ça la dernière fois, il faut chercher, il faut s'informer, il faut demander surtout, il faut poser les vraies questions. Exactement. Surtout quand tu les appelles, si tu ne leur poses pas, surtout le service client, si tu ne leur poses pas les vraies questions, ils ne vont rien te dire. Ils ne vont rien te dire. Mais tu vas voir les résultats dans ton compte bancaire, tu vas voir les résultats sur ton travail, tu vas voir beaucoup de choses. Voilà. Voilà. Bien. Alors, on va continuer. Voilà, on tend vers, je dirais vers la fin, mais on va parler maintenant un peu de ménage. Oui. J'avais déjà parlé de cela. Bien. Oui. Alors, selon toi, oui. Quelle est la part de l'homme et de la femme dans le maintien et de la stabilité du ménage ici aux États-Unis? Ok. Dis-nous d'abord, en Afrique, tu fais un peu de... Tu nous relais un peu l'Afrique, comment est-ce que les choses se passent là-bas et tu fais un peu aussi ici aux États-Unis. En Afrique, majoritairement, bon, peut-être que maintenant, avec l'évolution de la société, certaines choses évoluent même majoritairement. Et ce que moi, j'ai vécu, c'est la femme qui s'occupe du ménage à la maison, tout et tout. Voilà. Oui. Et comme je l'ai dit, avec l'évolution, il y a certains hommes qui s'impliquent, mais quand tu le fais, et puis un parent vient, si tu ne fais pas attention, il va dire que ta femme te commande. On va en parler. Je vais prendre... Bref, là-dessus, ça serait un autre sujet, voilà. Okay. Donc, vas-y, oui. Sinon, je vais prendre même un exemple. Quand je me suis marié, je suis parti avec mon épouse dans son lieu, là où elle enseignait, à Saint-Fra, quelque part là-bas, vers Gagnoa. Et comme ça, elle partait puiser de l'eau. Je viens des États-Unis. Elle partait puiser de l'eau parce qu'on avait coupé de l'eau, donc elle devrait partir au puits pour aller prendre de l'eau. Donc, je l'accompagne. Et elle finit de mettre l'eau là dans les deux seaux. Et je prends un seau. Et elle me dit non, de laisser. Elle veut prendre le seau pour aller à la maison et puis revenir prendre le seau. Je lui demande pourquoi. Elle dit non. Elle ne m'aurait pas donné l'impression qu'elle me commande. Il dit mais je préfère que ma femme me commande que quelqu'un de dehors me commande. Allons-y à la maison. Laisse-moi prendre le seau. Qui t'a dit que je ne dois pas prendre de seau. Donc j'ai pris le seau avec l'eau et je l'ai accompagné. Et la femme du pasteur, à ce moment précis, la femme du pasteur, c'est un groupe de personnes venaient nous rendre visite. Quand ils m'ont vu, ils disent, oh, mais pourquoi c'est toi qui prends le seau? Donne-nous le seau. Tu vois? Donc, là-bas, ça là, c'est ancré dans notre tête. Maintenant, venant ici, pour être honnête avec toi, où je suis, je lave les assiettes, je lave la douche, et je n'ai pas honte de le dire, je suis fier de le dire. Oh! Oui, je suis fier de le dire. Et je suis fier de le faire. Bon, bien aimé, ma femme ne va pas quitter au travail. Elle va venir. Toute fatiguée. Elle travaille, oui. Elle travaille, toute fatiguée. Et moi, je suis à la maison. J'ai pu me reposer un peu. Et je vais lui dire, viens laver les enfants. Viens préparer pour moi et dépose à la table. Et j'ai fini de manger, je vais aller déposer les assiettes pour qu'elle se réveille pour les laver. Non, mais elle n'est pas une esclave. Wow. Elle n'est pas une esclave. Il y a beaucoup qui ne partagent pas cette avis. Hein? Et je vais attendre qu'elle se repose pour aller laver la douche pour que je parte me laver là-dedans. Elle est fatiguée, je vais attendre qu'elle se lève pour mettre la marmite au feu. Moi, je prépare. Souvent, je lui dis à son toi, je prépare. Je lave les assiettes, je lave les enfants, je lave la cuisine, je lave la douche. Ce n'est pas qu'elle ne le fait pas, mais je fais ça pour l'aider. Oui, pour l'aider. Non, bien aimé. Ici, nous n'avons personne. Tu ne peux pas prendre une servante et puis payer dans ce pays-là. Oui, c'est cher, oui. Donc, laissons notre comportement d'homme. Et puis, nous sommes des enfants de Dieu. Brisons ces barrières, nous sommes des enfants de Dieu. N'oublions pas tout ce que nous sommes des enfants de Dieu. Ma femme, ce n'est pas mon esclave. Oui. Ce n'est pas mon esclave. Oui. C'est vrai. Je parie que bon, si elle est à la maison, elle ne va pas aussi s'asseoir là, me regarder en train de faire les choses. Mais quand je connais ma femme, moi j'ai étudié ma femme, je sais quand elle est fatiguée, quand elle peut faire ça, quand elle peut faire ça. Et quand je la regarde qu'elle est fatiguée et que je sais que ça, là, elle ne peut pas faire là. Moi, je vais faire le marché, je viens donner. Souvent, mais je lui dis, laisse, je vais faire le marché, je viens. Je vais acheter les choses et puis j'envoie à la maison. Donc, bref, pour moi,
En tout cas, ceux qui ne le font pas, moi, je les encouragerais à le faire, à aider leurs épouses à la maison parce qu'on est très loin et l'épouse ne peut pas. J'ai reçu un témoignage pour dire qu'il y a un couple, dans un couple, le monsieur, lui, il ne mange jamais 2 fois la même nourriture. Genre, aujourd'hui, si il a mangé le riz et que la femme a gardé la sauce, demain, il ne va pas manger la même sauce. Il faut que la femme prépare une autre sauce. Donc, ce qui veut dire que chaque jour, une nouvelle sauce. Il y a des mecs, attends, ce monsieur-là pense qu'il est dans son pays ou bien sa femme ne travaille pas, alors que sa femme travaille. Donc, sa femme va chaque jour, sa femme va mettre la marmite au feu. Oui, oui. Tu sais, dans ce cas, attends, je vais rire un peu. Bon, je sais qu'actuellement, là, les femmes sont en train réellement de prier pour toi parce que là, tu es en train vraiment de mettre l'équilibre des choses et j'apprécie vraiment. Mais tu sais, dans ce cas-là, il y a deux cas, voilà. Il y a 2 cas. Il y a cette... Tu sais, il y a certains qui étaient vraiment élevés comme des bons Africains. Oui. Avec cette culture-là qui est vraiment forte en eux. Oui. Surtout ceux qui ont eu la chance de faire le village. Oui. C'est des choses qui sont vraiment difficiles pour eux et avec laquelle plutôt ils luttent encore. Oui. Ils peuvent le faire au passage, mais que cela soit une culture, c'est-à-dire qu'il faut avoir un jour de lavage des assiettes, un jour de lavage de la douche et tout cela, faire de cela un emploi du temps, c'est quelque chose de véritablement difficile pour certaines personnes. D'autres, par contre, qui ont les moyens, puisqu'ils ne veulent même pas du tout rentrer dans ce jeu-là, ils s'occupent de madame, ils s'occupent des enfants, elle reste à la maison, elle s'occupe de tout. Mais même là encore, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Une minute, il y a un frère, François Barr, qui dit « Dieu te bénisse, mon frère. Les hommes de nos jours n'ont encore rien compris. La femme est une aide, non esclave, dit la Bible. Oui. Amen, amen, mon frère. Amen, 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 amen. 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 Oui, amen. Oui. Amen. Amen. Alors, je disais tantôt, il y a cette catégorie ici aussi. Bon, c'est cher, hein? Oui. Vivre aux États-Unis, s'occuper de sa femme, des enfants, c'est cher. Mais certains, ils font l'effort de faire cela et la femme fait tout à la maison. Même là encore, c'est pas facile parce que le travail ici, c'est difficile. Voilà. Donc, oui. Donc, Et puis, bien aimé, je vais te prendre, par exemple, moi, mon épouse, elle a fait un sacrifice. Elle a laissé même l'enseignement à cause de nos enfants, de l'éducation de nos enfants, parce qu'on était obligé de déposer les enfants quelque part. Elle va au travail, je vais au travail. Mais pour l'éducation des enfants, elle a fait ce sacrifice-là de laisser le travail et de travailler même la nuit. Tu comprends? De travailler la nuit. Et puis venir le matin. Bon, maintenant le samedi, elle a travaillé vendredi nuit, elle vient samedi matin. Et puis c'est là, je vais m'asseoir, je croise mes pieds, qu'elle parte dormir pour se reposer, pour venir encore faire la cuisine pour moi. Bon, bien aimé. Sois comme sérieux. C'est pas vraiment évident. Non, sois comme sérieux. C'est pas vraiment évident. C'est pas vraiment évident. Donc, nous retenons que les cultures sont différentes, la géographie est différente, les réalités sont différentes. Nous étions certainement en Afrique, on ne faisait pas cela. Moi, je me rappelle, je suis né dans une culture, ce qui fait qu'aujourd'hui, je le dis, j'ai pas honte. J'ai pas appris de mes mains à faire un certain nombre de choses. Je faisais quand on vivait avec les parents, mais après, quand on est allé à Abidjan et tout ça, on n'a pas appris à faire, j'ai pas appris vraiment à faire des choses. Donc, quand je suis venu célibataire, on faisait un peu les choses nous-mêmes, un peu. Mais chaque fois, cette nature de ne pas vouloir faire les choses revient. Ça fait que ça me joue souvent des tours, oui. Parce que je me dis, mais il y a longtemps, j'ai passé 7 ans, 10 ans sans faire quelque chose. Mais on essaie de travailler, on travaille à cela chaque fois. Quand on peut, comme tu l'as dit, on donne un coup de main à sa femme. Et c'est pas facile. Les femmes, moi, je vois souvent mon épouse, c'est pas du tout facile souvent. Oui, c'est pas du tout évident. Donc, il est important de donner un coup de main à nos épouses ici. Bien sûr. Voilà. C'est pas une histoire de je suis garçon. On ne fait pas ça. On fait pas ça en Afrique. Voilà. Non. Voilà. Bien. On tend allègrement vers la fin. J'ai 2 ou 3 questions encore. Quel était le sentiment qui t'animait par rapport à la culture afro-américaine, publicité à la télé? Je veux qu'on en parle parce que c'est très important. Quelle était ton impression quand tu es venu et ce qu'on te montrait d'eux à la télé? Quelle est la mentalité que tu avais envers eux? Il faut vraiment nous dire succinctement, réellement, comment tu les voyais, les Afro-Américains? Les Afro... Voilà, non, il faut le dire. Parce que tu sais,
il y avait, j'avais cette idée de violence. Voilà. Une idée de violence que je voyais en eux. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à poser des questions, mais de manière subtile, pour comprendre souvent pourquoi ils réagissent comme ça. Et puis pourquoi est-ce qu'ils excellent dans un certain nombre de domaines, genre la musique, le basket, le sport. Et puis, quand on regarde au niveau de la société, les postes de responsabilité dans ce pays, ils ne sont pas trop, oui, c'est vrai, ils sont là, mais pas comme, les autres. Mais j'ai commencé à le blanc, oui. Et ils ont commencé à expliquer leur passé esclavagiste. Voilà, leur passé, avec tout ce qu'ils ont subi, ça a amené certaines personnes à être amères. Même au travail, j'ai un collègue qui m'a dit, est-ce que j'ai un fusil? J'ai dit, non, mais je n'ai pas de fusil. Il dit, j'ai fait quoi avec le fusil? Et puis il me dit, oui, il me dit, non, mais il faut que tu aies un fusil. Tu vois, donc dans leur tête là, avec ce qui se passe, il faut qu'on ait un fusil. Donc, il y a ça là qui est ancré dans leur culture. Et bon, moi, j'essaie, j'essaie d'expliquer un peu comment nous, on vit là-bas. Mais c'est quelque chose qui sera difficile à enlever. Ça a été un choc au début. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à les comprendre et à compatir à leur réalité. Et puis bon, à leur réalité, et puis à les encourager. En tout cas, soit saluer mon frère Bini depuis, comment on appelle ça, depuis le Texas. Dieu te bénisse, mon frère. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. Faut renchérir, parce que c'est un problème. Voilà, c'est des questions qui ont été vraiment, c'est un problème. Est-ce qu'il t'est arrivé? Parce que moi, honnêtement, avant de venir ici, je le voyais, puisque j'aimais vraiment leur culture. Les saggy pants, ils sont toujours en train de prendre la drogue. Ils sont en train d'insulter les gens. Ils insultent les gens, vraiment. Ils sont des gens toujours violents, comme tu l'as dit. Ils aiment beaucoup insulter. On est venu un peu avec cette mentalité, on l'a encore aujourd'hui. Est-ce qu'il t'est arrivé de dire, parce qu'on utilise ce thème-là, comme on le fait en Côte d'Ivoire, ah, c'est pas Baoulé, c'est pas un Mossi, c'est pas BT, c'est pas un Américain, c'est pas américain là. Alors, la valeur sémantique qu'on met dans ce mot-là, est-ce que tu peux nous dire un peu, quand on dit, c'est pas les Américains là? Oui, pour être honnête avec toi, il m'est arrivé souvent de le dire, parce que souvent aussi, ils m'ont plusieurs fois énervé au travail. Il faut qu'on soit honnête. Voilà. Et puisque je suis responsable au niveau du travail, souvent tu leur dis de faire des choses, la manière dont ils vont réagir, la manière dont ils vont te parler, la manière dont ils vont venir, souvent, il m'est arrivé de le dire avec cette manière-là. Mais en réalité, nous devons changer cette conception. Voilà. Oui. Parce qu'ils ne vont pas, la manière dont ils vont venir, ils vont rentrer dans toi, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Tu ne fais pas attention là. Même étant ça veut dire de perdre le contrôle. Et puis, mais nous devons toujours faire la différence pour dire que non, comprendre d'où ils viennent. Et puis bon, te mettre au-dessus. Moi, je me suis toujours souvent mis au-dessus. Souvent, mais je ferme ma bouche pour ne même pas parler. Souvent, ils pensent que j'ai peur. Mais mon silence souvent les amène à changer même de position. Voilà. Alors, donc au passage, on va en parler, hein. Ça c'est un autre sujet aussi, mais je voulais brosser. C'est des termes que nous devons éviter aujourd'hui. Et même que ce soit en Afrique, c'est pas Baoulé, c'est pas BT, c'est pas Mossi. Non, il ne faut pas les catégoriser. Faut pas catégoriser. Voilà, il y a une valeur que nous déposons. Dans nos traditions, il y a quelque chose que nous disons sans dire. Nous parlons beaucoup sans parler beaucoup au fait. Quand on dit qu'il est Mossi, qu'il est Baoulé, ou bien qu'il est BT, il est lobby, il y a quelque chose il y a un message qu'on communique. C'est ça. Et c'est pas bon. Et ça frustre. Ça frustre. Ça frustre, c'est pas bon. C'est ce qui crée des problèmes en Afrique. En Afrique, dans notre pays aujourd'hui, avec des guerres, c'est juste là. On dit on les a catégorisés, on les a marginalisés. Voilà. Et on va en parler, on aura le temps d'en parler un jour. Bien. Alors, y a-t-il de... Voilà, tu l'as déjà dit déjà, mais on tend vers la fin. Donc, grosso modo, y a-t-il de bonnes choses dans la culture américaine que tu voudrais vraiment exalter ici pour que, bon, ce que les gens ont publicité à la télé étant déjà loin pour nous montrer, pour essayer de laver un peu notre esprit quant à l'image de ces personnes-là. Est-ce qu'aujourd'hui, pendant que les gens te regardent en Afrique comme dans d'autres pays, tu peux nous dire au moins
les belles choses qui existent ici, dans la culture afro-américaine et autres cultures, qu'est-ce qu'il y a de bien que tu peux vraiment souligner de la culture afro-américaine? Moi, ce que je peux dire, même dans nos cultures africaines, étant enfant de Dieu, c'est pas tout qu'on prend, c'est pas tout qu'on peut copier. Voilà, j'ai parlé tout à l'heure de nos parents qui adoraient les fétiches. Étant enfant de Dieu, on ne peut pas adorer les fétiches. Oui. Mais ce n'est pas tout qui est mauvais dans notre culture. Il y a des choses, il y a de bonnes choses que nous devons prendre. C'est la même chose comme ici. Il y a des choses que nous ne pouvons pas copier, mais il y a d'autres choses aussi que nous pouvons prendre dans la culture américaine. Et de toutes les façons, nous sommes en Amérique et nous sommes obligés de faire avec leur culture. Nous sommes obligés de faire avec leur culture, tout en sachant réellement que, bon, ça là, c'est bon, ça là, c'est mauvais. Par exemple, aujourd'hui, moi, étant un enfant de Dieu, je ne vais pas aller m'habiller et puis mettre mon pantalon, excusez-moi du moment, mon pantalon va se retrouver sur mes fesses et puis mettre tout mon caleçon dehors en train de me promener. Je ne vais pas m'habiller et puis laisser mon torse nu en train de me promener. Mais au niveau de leur style vestimentaire, j'aime m'habiller aujourd'hui en jean avec des paires de baskets et puis porter un t-shirt dessus, ça me plaît. Au niveau de leur nourriture, j'essaie de m'adapter. Et puis bon, essayer de manger. Essayer même d'aimer à manger. Comment on appelle ça? Leur nourriture. Et puis aussi, comment est-ce que je peux dire ça? Au niveau de la langue, essayer à mon niveau de m'adapter. Il faut que je m'exprime, il faut que je parte vers eux. Il faut que je puisse, comment dire ça? Chercher. Je ne vais pas m'asseoir pour que ça vienne me trouver. Donc, en grosso modo, il y a beaucoup de bonnes choses dans leur culture. dont nous devons prendre aujourd'hui. Moi, tu sais, j'aime beaucoup leur mentalité. Et ils ont une mentalité. Souvent, il y a des choses qui se passent, par exemple, au travail. Et je pense que, pour moi, ils se disent la vérité, en fait. Il y a deux Américains qui sont sous ma responsabilité au travail. Mais quand la fille ne fait pas quelque chose, il arrive à lui dire la vérité pour dire que voilà ce que tu ne fais. Mais la fille ne prend pas ça mal. Oui. Pour moi, je me dis que, mais tellement il a dit ça de manière crue, là, demain quand on va venir, ils ne vont pas se parler. Mais demain quand on vient, ils sont toujours ensemble. Ils se parlent, oui, oui. Ça, c'est quelque chose que j'aime. Alors que chez nous, là, quand tu as dit la vérité comme ça, demain quand ils te voient, ils commencent à te bouger. Ils ne parlent plus avec toi. Ils ne parlent plus avec toi. Donc, en grosso modo, dans leur culture, il y a de bonnes choses que nous pouvons copier. Et puis bon, il y a des choses aussi que, bon, étant enfant de Dieu, on ne peut pas faire. Tout comme chez nous d'ailleurs. En tout cas, voilà ce que je peux dire. Oui, et ce que tu dis là, quand demain tu arrives en Côte d'Ivoire, que tu diras les choses crues, je t'assure que tu ne seras pas vraiment aimé. Hein? Ah, mais bien sûr, tu ne seras pas aimé. Tu ne seras pas aimé. Ils vont dire que mais lui se croit ou là, il pense qu'il est arrivé. Alors que ce qui me fait mal, dans tous nos dirigeants africains, ont tous fréquenté ici et puis ils connaissent ça. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un se lève pour dénoncer certains tas de nos sociétés, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire, on ne fait pas de la politique, je ne parle pas de la politique. Quand on dénonce certains tas de nos sociétés, les gens pensent que tu es de l'opposition et que tu veux dénoncer. Mais en réalité, eux-mêmes, ils savent que ce qu'on dit, c'est la vérité. Il faut copier ce qui est bon. Il faut copier ce qui est bon. Voilà. J'aime vraiment cela, oui, la sincérité dans les dits, il ne faut pas faire louche. Voilà, il faut être clair. Bon, c'est vraiment bien. Alors, je résume. Tu dis là donc qu'il est en tant qu'immigrant ici, aujourd'hui américain par adoption, par naturalisation, il est possible de créer une sorte de syncrétisme, c'est-à-dire de mélange, syncrétisme entre les cultures, prendre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour créer une nouvelle culture. C'est ça. Syncrétisée qu'on va utiliser en vue de notre développement ici dans ce pays-là. Oui, oui. Alors, quel message tu as pour ces personnes-là qui se braquent? Parce qu'il y a des gens qui se braquent carrément. Ça, j'ai déjà vu. Oui. Ils se braquent pour deux raisons. D'abord, ils ont atteint un certain âge où ils pensent que moi, là, à mon âge, je ne veux pas venir encore apprendre terre à terre, à parler anglais. Les gens vont se moquer ou bien ceci, cela. Donc, il y a comme le défi est trop pour eux. Oui. Et ils ne veulent pas relever ce défi-là. Ils se voient incapables de relever. Donc, carrément, ils se braquent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un narratif qui est que la culture est mauvaise. Il n'y a rien de bon dans cette culture. Je préfère rester dans ma culture. Et ils restent dans ça et ils encouragent d'autres personnes à le faire. Ils éduquent d'autres personnes même à le faire
quel message tu as pour ces gens de personnes-là qui se braquent? Le seul mot que je peux dire, il faut être flexible. Il faut être flexible. Prenons par exemple nos enfants. On a fait des enfants ici. Oui. Mais ces enfants-là se retrouvent entre deux cultures. Oui. Il y a la culture. Il y a l'éducation qu'on leur donne ici. Et puis ce qu'ils apprennent dehors. Ou bien ce qu'ils apprennent à l'école. Comment on fait? Il faut savoir équilibrer les choses. Quand ils viennent avec un certain nombre de comportements, il faut savoir prendre ce qui est bon dans la culture africaine, puis prendre ce qui est bon dans la culture américaine et les mettre ensemble, faire un mélange pour que ces enfants-là puissent vivre. Sinon, ça sera très compliqué. Et c'est la même chose. Bien aimé, nous vivons dans un pays étranger. Ce n'est pas nous qui allons changer l'Amérique. On ne va pas quitter chez nous pour venir changer leur culture. Ce n'est pas possible. C'est à nous de nous adapter. Donc, à ceux qui se braquent contre cette culture, je vais les encourager à être flexibles. Mais tout en étant lucides. En étant lucides pour dire. Parce que nous, les Africains, souvent quand on copie mal. On copie mal. On copie le négatif. Et quand on veut devenir négatif, on devient pire même que les Américains. On devient pire que les Américains. On devient pire. Oui, ça c'est vrai. Dans leur manière de parler, dans leur style vestimentaire, dans leur manière de manger. Prenons ce qui est bon. Soyons flexibles et prenons ce qui est bon. Parce que sans ça là, tu ne peux pas évoluer. Si tu veux être braqué, reste dans ta culture. Pour dire, moi, chez moi là, c'est comme ça se fait, ça doit se faire comme ça. Ici là, tu ne peux pas évoluer dans cette société. Tu risques même un jour de te retrouver dans des problèmes. Oui. Parce que chez moi, chez nous là, est-ce qu'au travail, une femme peut se lever et puis parler à un homme comme ça? Non. Ou bien parler à son patron comme ça? Non. Non. Mais ici là, la femme là va se lever, va te parler. Tu ne fais pas attention, tu risques d'aller réagir d'une manière, aller l'insulter d'une manière et tu vas te retrouver dans des problèmes. Ouais, tu vas te retrouver dans des problèmes. Soyons flexibles parce que ici, les lois, ça ne badine pas. Surtout quand il s'agit de problèmes de sexe ou bien d'enfants, femmes et puis garçons, et puis avec les enfants, nous devons faire attention. Notre culture, soyons flexibles et prenons ce qui est bon. Et ça, au contraire même, ça nous donne un plus. Un plus. Ça nous donne un plus. Parce que toi, tu as une culture. Eux, là, ils n'ont pas d'autre culture que ce qui est ici. Parce que ce sont des gens qui n'aiment pas trop voyager ici, même pas ce qui se passe chez eux, autour d'eux. Donc, toi qui viens ici avec ta culture déjà, et tu viens, tu prends un peu, tu te complètes. Mon frère, mais c'est un plus pour toi, tu es béni. Oui, voilà. Oui, c'est un plus. Tu en parlais déjà, on a deux questions et puis on va terminer. Oui. Parlant de l'éducation des enfants, tu viens juste d'en parler. C'est réellement important. Juste une anecdote, moi-même je lutte encore avec ça, mais je comprends que nous avons besoin en tant que nouveaux citoyens américains. Si tu veux véritablement vivre dans ce pays-là, puisque c'est ta nouvelle maison maintenant aujourd'hui pratiquement, ces gens fait pratiquement 20 ans en Côte d'Ivoire et le reste de leur vie, ils vont le faire pratiquement. Avant de retourner, ils vont faire peut-être 30 ans ici. Donc, tu vas passer plus de temps ici que là-bas. Donc, il y a quelques semaines de cela, ma fille, ma plus grande, je suis assis au salon. Bon, c'est les enfants américains. Elle vient, elle veut sauter mon pied. D'abord, je l'ai regardé comme ça. Je l'ai regardé dans les yeux comme ça. Elle a tiqué. Je suis rencontré à la télé. Ça ne dure pas encore. Tcha! Ah, elle a sauté mon pied. J'ai déjà su. Première réaction d'un Africain. Je dis, mais ces enfants-là. J'ai dit, voilà, si au début, j'étais braqué au début. Oui. Et elle continue de le faire. Elle fait ça souvent parce que c'est pas ce que ça veut dire. Et j'ai commencé à comprendre. J'ai dit, toi là, si c'était en Afrique, tu t'aurais fait essuyer des soufflets sur le champ. Parce qu'on ne saute pas les pieds d'une grande personne en Afrique. Tu as vu? Bien. Et cette tradition-là, on va en parler, ça serait un autre sujet. Oui. Je ne sais même pas la valeur qu'il y a derrière. Je ne sais pas ce que ça cache, mais nous avons reçu cela comme des tabous dans notre tradition et nous avons gardé. Et je pense qu'il est vraiment important de savoir s'adapter dans les milieux où nous sommes. Surtout que, comme tu l'as dit, nous avons des Africains et des enfants qui ballottent entre la culture africaine et la culture américaine. Oui. Il est important de mettre de l'eau dans notre vin. C'est ça. Et je dirais d'éduquer nos enfants à la manière qui va les aider à ne pas être acculturés ou bien dépaysés quand ils iront en Afrique
ou bien quand ils seront ici. Voilà, il faut Oui. qu'on arrive à jauger les enfants de telle sorte qu'ils soient équilibrés. Amen. Voilà. Amen. J'ai essayé de lui dire, j'ai dit, mais ça, je ne suis pas, j'ai dit, excuse-moi, je me suis excusé, j'ai dit, excuse-moi, parce que, bon, j'ai réagi parce que je suis un Africain. Mais en Afrique, si tu fais ça, voilà, c'est pas bien vu là-bas. J'ai essayé de communiquer, d'expliquer ça à l'enfant, pourquoi j'ai réagi ainsi. La communication. On a besoin de leur expliquer, voilà, de leur expliquer cela, voilà. Bien, avant-dernière question, et je vais faire une conclusion, avant-dernière question. Pour parler d'éducation, oui, tu as déjà parlé de cela. Voilà comment nous devons éduquer nos enfants. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, si tu retournais en Côte d'Ivoire, tu es déjà parti une fois, mais si tu retournais définitivement, penses-tu que tu verras les choses de la même manière? Tu percevras les choses comme tu les percevras dans ta manière de réagir même avec les parents, avec les amis, même dans l'église. Est-ce que tes réactions seront les mêmes typiquement comme elles étaient quand tu étais là-bas il y a cela 20 ans, 30 ans? Est-ce que tu auras les mêmes réactions? Non. Les choses vont changer. Il y a certaines habitudes que je vais garder, mais il y a d'autres que je ne peux pas, je ne peux plus faire. Je vais te prendre un exemple. Tu sais, quand je me suis marié en 2012, mon épouse et moi, on était partis au plateau puisqu'elle enseignait. Elle devrait aller déposer ses dossiers au ministère de l'Éducation nationale. Je crois que c'était à la Tour D, quelque chose comme ça. Et quand on prenait l'ascenseur, on voyait des gens qui vendaient des galettes dans les escaliers. Oh. Et si c'était avant au pays, il n'y avait pas de problème. Mais étant ici, voyant les choses différemment, j'ai voulu réagir. Elle a attrapé ma bouille, elle a dit pardon, il ne faut pas créer de problème ici. Elle ne faut pas créer de problème. Donc tu vois, c'est un système. Et aujourd'hui, quand on arrive au pays, par exemple, quand on mange et qu'on a des papiers, on tient ça dans la voiture jusqu'à ce qu'on le trouve une poubelle et puis on met dedans. Souvent, il y a mes neveux qui me disent, mais tonton, mais il faut jeter ça. J'ai dit, mais ça ne va pas dans votre poubelle. Tu vois, oui. Voilà. Donc, il y a certaines choses que je vais faire, mais il y a d'autres choses aujourd'hui. Je verrai beaucoup de choses de manière différente. De manière différente. Ouais, sinon, même sinon il ne va rien servir de venir vivre ici pendant des années et puis aller au pays et puis être la même chose. Non. Ah, ouais. Mais il y aura encore un autre choc, il y aura un choc culturel là-bas aussi. Il va y avoir un autre choc culturel là-bas. Ah non, ça c'est clair. Ils vont dire que tu fais malin. Vis-à-vis des gens, vis-à-vis des autres là-bas. Ils vont dire que tu fais malin. Ils vont dire que tu es gonflé. Ils vont dire que tu es ceci. Mais bon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Bien, avant de conclure, je voudrais dire ceci, c'est une anecdote. Vous savez, quand on était petit, mon père, souvent je le dis, j'ai dit, toi là, tu aurais dû nous faire riches. Si ton truc avait marché là, on serait des enfants de grand type aujourd'hui. Oui. Voilà, parce que notre père nous disait, quand il est né au village. Oui. Voilà, donc ils ont grandi là-bas. Il dit que quand il était petit, c'était le premier fils de son père là. Oui. Un jour, un blanc est venu, un blanc, en son temps là, tu vois, les blancs venaient en Afrique pour exploiter tout ça là. Et il dit, bon, je vais prendre ton fils là, je vais partir avec lui. Mon grand-père l'a regardé comme ça, tu vas prendre mon fils. Et voilà ce que mon grand-père a fait. Il est allé au village voisin, il a bassé. Il a attaché mon papa. Et mon grand-père l'a attaché. Et il est venu, il lui a dit, tu n'iras pas où tu veux partir là. Je t'ai attaché. Parce que si tu vas là, qui va s'occuper de mon champ? Qui va s'occuper de faire les buts? Et je t'assure, ça marche en Afrique. Hein? Ah, bien sûr. Parce que les gens croient, oui. Pour une certaine raison que lui-même ne comprend pas, il n'a plus voulu aller avec mon père. C'est comme ça que, bon, leur relation est restée là, il n'est pas allé avec lui. Donc, souvent, pour rire, on dit, mais si toi, il était parti avec toi, là, en son temps, en 1970, là, au boom économique, là, on serait enfant de grand type aujourd'hui. Donc, pour dire quoi? J'ai donné cette anecdote-là pour dire, les enfants étaient ce que Cheikh Hamidou Kane, je l'ai cité ici, en Afrique considère comme des richesses. C'était la richesse, de l'Afrique. Ce qui fait que nos parents ne voulaient pas laisser leurs enfants partir à l'école des Blancs et dans tout autre pays étranger, ils ne voulaient pas du tout les laisser partir. Je ne sais pas si tu as déjà compris. Bien sûr, bien sûr. Yeah. Voilà. Alors, je vais terminer en lisant cette petite citation-là, juste pour conclure. Elle est de Cheikh Hamidou Kane.
et c'est dans la même veine. Voilà ce qu'il dit. Dans le livre, là, je ne sais pas si tu as lu Cheikh Hamidou Kane, c'était un livre vraiment intéressant en ce qui concerne le choc culturel. Ça, j'ai vraiment aimé. Non, ça, je n'ai pas lu ça. Voilà. Alors, c'est de Samba Diallo qu'il parle. Il était un jeune musulman. Il était ancré dans sa culture. Ses parents l'avaient vraiment éduqué pour rester dans sa culture. Et il est arrivé un moment où les Blancs sont venus, au temps colonial, là, imposer leur école. Et la tante de Samba Diallo, qui s'appelait la Grande Royale, elle va dire quelque chose. Il y a une citation que je vais lire maintenant. Tu vas écouter. Voilà ce qu'elle disait. Si je leur dis d'aller à l'école, prends l'école comme étant le pays étranger et tout cela. Si je leur dis d'aller à l'école nouvelle, ce qu'ils apprendront vaut ce qu'ils oublieront. Je reprends, hein. Si je leur dis d'aller à l'école nouvelle, ce qu'ils apprendront vaut ce qu'ils oublieront. Elle continue et dit, moi la Grande Royale, je n'aime pas l'école étrangère. Je la déteste. Mon avis est qu'il faut y envoyer nos enfants cependant. L'école où je pousse nos enfants tuera en eux ce qu'aujourd'hui nous aimons et conservons avec soin. Ce que je propose, c'est que nous acceptions de mourir en nos enfants et que les étrangers qui nous ont défaits prennent en eux toute la place que nous aurons laissée libre. L'école apprend aux hommes seulement à lier le bois par le bois, ce qui veut dire à gagner sans avoir raison. Alors, je m'en vais dire ceci. Dans la citation, si on voit bien, elle parle de l'école. Mais on peut faire le parallèle avec l'aventure, l'étranger, faire face à d'autres traditions, à une autre culture. Ce qui souvent cause le problème avec nos ancêtres, nos parents, c'est qu'ils pensent qu'ils ont peur que nous perdions toute la culture africaine quand nous sommes face à une culture étrangère. C'est ce qui fait que souvent ils se braquent, c'est ce qui fait que souvent ils sont rigides. Mais je pense aujourd'hui que si nous voulons vaincre, comme elle le dit sans avoir raison, si nous voulons évoluer, si nous voulons changer les choses, si nous voulons que les gens nous voient d'une autre manière, il est important aujourd'hui, bien aimé, de créer ce mélange, ce syncrétisme, d'aller apprendre ce qu'ils ont appris. Il faut apprendre ce qu'ils connaissent, afin que nous soyons capables de les défaire d'une manière ou d'une autre quand il s'agit donc de venir sur cette plateforme. Voilà. Donc, c'est vraiment la conclusion. Je ne sais pas si tu as un autre mot à ajouter. Non, seulement merci beaucoup pour ce thème qui a fait du bien. Merci à tous ceux qui sont connectés. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et vraiment, il y a de bonnes choses. Sinon, il y a de bonnes choses que nous avons relevées. Et je pense que ça fait du bien à des bien-aimés. Et gloire à Jésus. Et Dieu voulant, on va se retrouver encore samedi prochain. Donc, je te passe à la parole. Oui, on a été un peu long, mais bon, le thème était vraiment alléchant. C'est ça. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux prier pour nous et puis recommander cette journée? Aujourd'hui, c'est 4 décembre, c'est 4 juillet, la fête d'indépendance. Tu la fêtes là, n'est-ce pas? Tu vas la fêter, non? Ah bon, moi je vais sortir un peu, l'église organiser un moment de sport là, je vais aller faire un peu de sport, mon ventre a trop grossi. Ah voilà, c'est ça que je parle, le syncrétisme. On essaie de mélanger un peu, hein? Donc tu vas prier. Tu vas prier pour les bien-aimés qui nous ont suivis. Je dois casser ce ventre-là, il doit porter mes vestes. Mes vestes ne rentrent plus. Ah, tu m'as dit que tu es un grand joueur. Hein. Je vais jouer avec toi là. Je veux que tu me donnes tes coups. Attends d'abord, on va s'attraper. Donc, tu vas prier pour les frères qui nous ont suivis. Amen. Et prier pour cette journée, prier pour ce pays-là surtout. Prier pour ce pays-là avec tout ce qui arrive. Vraiment, on va vraiment écouter la prière. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour ces moments que nous avons passés ensemble avec mon frère, ton serviteur, et tous ces bien-aimés qui ont été connectés, qui nous ont suivis. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce que nous avons pu dire. Seigneur, ce que nous avons dit, ce sont des expériences personnelles et d'autres témoignages. Ça, c'est limite et chacun a vécu ses expériences. C'est pourquoi je voudrais prier pour que tu puisses te souvenir de tous ces bien-aimés, Seigneur, qui nous ont suivis. Oh, Dieu de Nazareth, qui vivent ici, qui vivent à l'étranger. Seigneur, tu les soutiens, tu les aides. Pour que dans les pays où nous vivons, même dans nos propres pays, dans nos cultures, Seigneur, et dans tes enfants, nous puissions faire part des choses. Utiliser ce qui est bon pour notre évolution. Utiliser ce qui est bon pour honorer ton nom. Tout ce que nous voulons faire, Seigneur, c'est d'honorer ton nom. Donc, dans la culture, il y a des choses qui honorent ton nom. Aide-nous à pouvoir les utiliser pour honorer ton nom. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour ce pays dans lequel nous sommes.
nous prions que tu puisses continuer à étendre ta main, à inspirer nos dirigeants dans ce pays, à prendre des décisions pour que ce pays puisse prospérer, aller de l'avant. Seigneur, nous te prions de préserver ce pays contre les ennemis. Oh, Jésus, extérieur et intérieur, au nom puissant de Jésus. Car la Bible déclare que notre paix dépend de la paix du pays dans lequel nous sommes. Si ce pays est en paix, Seigneur, nous sommes en paix. C'est pourquoi nous continuons de prier pour ce pays, prier pour les différents États, prier pour les gouverneurs, prier pour les maires, prier pour les sénateurs, au nom puissant de Jésus, pour que, Seigneur, les décisions qui sont prises soient des décisions pour la bonne gestion de ce pays. Sois béni et sois élevé. Tu nous fortifies, tu nous conduis encore pour le samedi prochain, pour le prochain thème, afin que ton nom soit glorifié. Fortifie ton serviteur, tu me fortifies, tu bénis nos familles pour ta seule gloire. Sois béni et sois élevé au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bonne fête à toi. Salut ton épouse et les enfants. Alors mon frère, en tout cas, bonne fête à toi aussi. Au revoir les bien-aimés. Merci de nous avoir suivis. Merci. Allez, soyez bénis pour tout ce que nous avez suivi. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.